Cela ne peut pas être vrai, c'est absurde. Vous nous dites que dans un conseil galactique réunissant des centaines d'espèces, une seule race n'a pas le droit de faire la guerre et que nous sommes censés accepter cela comme un fait. Ricana-t-il incrédule. Cela doit être une sorte de test. Ce discours ne peut pas être sérieux, observa Moore depuis sa plateforme légèrement surélevée, tandis que Lamor et les deux autres capitaines en formation le regardaient. Leur scepticisme était aussi épais que le brouillard cosmique dans la plus petite salle de conférence de l'Académie. Le Larian qui avait parlé restait debout, sa fourrure teintée de violet éricéel long de ses épaules, ses yeux jaunes réduits à deux fentes méprisantes. Moore observa l'âme plus attentivement, remarquant comment les longues oreilles pointues du jeune Larian pivotaient et se tendaient vers lui comme des armes cherchant leur cible, comment sa queue musclée et lisse fouettait derrière lui comme un métronome, comptant les secondes de sa patience. Le corps mince et puissant du futur capitaine, typique de son espèce féline, était tendu de la même tension que Molloy avait observé chez lui dans sa jeunesse. Le bout de ses griffes tapotèrent la surface de son bureau, chaque clic étant une petite déclaration de défi. Il tourna son regard buriné vers les deux autres étudiants, sa fourrure violette teintée de rouge se hérissant. « Rire, est-ce que tu partages les doutes de Laure sur la validité de la leçon d'aujourd'hui » La question était inutile, mais formelle. Les rayures sombres le long de son visage s'étaient estompées au fil des cycles. Teinté de violet, se confondant avec ses nombreux cycles capitaines en formation. Lara capitaine en formation rire, partages-tu les doutes de Laure quant à la validité de la leçon d'aujourd'hui? La question resta en suspens, inutile mais formelle. Les rayures sombres le long de son visage s'étaient estompées avec l'âge, donnant à ses traits lariens une expression sévère permanente. Ses moustaches tremblaient légèrement, seul signe extérieur de l'amusement qu'il ressentait face à leur scepticisme prévisible. « Avec tout le respect que je vous dois, professeur monsieur Lara, répondit-elle en redressant sa silhouette élancée. Cela défie toute logique militaire. Sa fourrure lisse, d'une teinte lavande plus claire que celle de ses homologues masculins, se raidit, tandis qu'elle gesticulait avec précision d'une main griffue. Si les humains veulent faire la guerre, quelle force physique pourrait les en empêcher? Les lois ne sont que des constructions. Ils attaqueraient simplement s'ils voulaient le conflit. Ses yeux jaunes se plissèrent légèrement, trahissant les calculs qui se cachaient derrière son apparence calme. « Je suis d'accord », ajouta Rire d'une voix analytique et froide malgré l'intensité de son regard ambré, contrairement à l'éclat de l'or. L'objection de Rameur était empreinte d'une clarté intellectuelle. Cette prémisse contredit les principes fondamentaux de la souveraineté et de la théorie de la dissuasion. Si la réaction du capitaine Lamor peut sembler enthousiaste ici, il s'interrompit, agitant une fois la queue en signe de désapprobation subtile, son évaluation fondamentale s'alignant sur les doctrines établies. Aucune espèce ne renonce à ses capacités guerrières sans une force écrasante la contraignant à se soumettre. M absorba leur réponse, cataloguant chaque réaction avec l'œil expérimenté de quelqu'un qui avait évalué d'innombrables esprits militaires. Lamor, instinctif, passionné et prompt à relever les défis, ferait un excellent commandant tactique s'il pouvait canaliser son feu. L'Ohara, méthodique et direct, voyait des chemins là où les autres n'en voyaient pas. Son objectivité serait très utile en cas de crise. Rire, l'intellectuel, voyait les schémas et les connexions dangereuses à sa manière tranquille. Tous trois brillamment formés, tous trois totalement ignorants de la véritable horreur que M ressentait le poids familier dans sa poitrine, le souvenir des flammes de plasma qui s'étaient abattues sur le secteur 9 du vaisseau de guerre humain qui était apparu de nulle part après que son escadron ait acculé ce qu'il pensait être un transport humain sans défense. Même maintenant, 3 siècles plus tard, il pouvait encore entendre les cris de ses camarades alors que les humains démontrèrent pourquoi la galaxie était désormais prête à tout pour rester en paix. M fit 3 pas lents sur l'obsidienne, poli de sa plateforme d'enseignement, les anciennes médailles de service sur son uniforme officiel reflétant la lumière froide. « Vous avez tous raison en théorie », dit-il d'une voix qui trahissait quelqu'un qui avait vu la théorie se briser contre la réalité.
Aucune espèce ne devrait accepter de telles restrictions. Aucune loi ne pourrait l'imposer. Alors, toute cette classe est défectueuse. Intervint la mort en s'enfonçant dans son siège avec un mouvement triomphant de la queue. Ne tirez pas de conclusion hâtive, dit Mort en se tournant lentement, son regard balayant les 3 sièges disposés en demi-cercle devant son estrade. La salle était petite selon les normes de l'Académie, conçue pour de cours spécialisés plutôt que pour des conférences générales. J'ai dit qu'aucune loi seule pouvait l'imposer. Mais que se passerait-il si je vous disais que les humains sont largement compensés? Lara dressa l'oreille, une réaction réflexe qu'elle contrôla rapidement. Compensée pour ne pas faire la guerre, dit-elle d'une voix qui restait ferme, mais sa posture la trahissait. Intrigue. Le banc de pierre sculpté sous elle craqua lorsqu'elle se pencha légèrement en avant. Précisément, le Conseil galactique fournit aux humains des ressources technologiques et des privilèges dont aucune autre espèce ne bénéficie. M plongea la main dans sa veste de service usée et en retira un document froissé par le temps. Il le déplia avec soin et le tourna vers eux. Ce sont les tributs annuels, bien que nous ne les appelions pas officiellement ainsi, versés aux colonies humaines et à leur gouvernement central. Les yeux ambrés de Ramer s'écarquillèrent, tandis qu'il parcourait les chiffres. Sa queue, habituellement immobile, remua une fois. Cela ne peut pas être correct. Ces chiffres mettraient en faillite plusieurs secteurs, et pourtant, chaque SE que nous payons, le ton de M se durcit. Le Conseil a déterminé que c'était moins cher que l'alternative. Quelle alternative? Demanda la mort, sa défiance initiale s'estompant sous l'effet d'un malaise grandissant. Moore s'avança jusqu'au bord de sa plateforme et regarda ses élèves depuis les 30 centimètres qui les séparaient, mais qui semblaient être une montagne entre leur expérience et la sienne, lui qui reconstruisait après les guerres humaines, comptant nos morts dont seules les archives commémoratives se souviennent. Un silence lourd envahit la salle, le bruit du système de ventilation n'était le seul son audible, tandis que les 3 élèves échangeaient des regards. « Vous croyez que les humains sont si dangereux ?» demanda Logar, non pas pour poser une question, mais pour tenter de concilier l'absurdité de ce qu'ils entendaient avec le sérieux évident de leur professeur. « Je ne le crois pas, » répondit M, le regard distant. « J'ai survécu, je sais qu'ils sont... La question n'est pas de savoir si les humains sont dangereux, la question est de savoir pourquoi ils ont l'interdiction de mener nos guerres. » Il marqua une pause, fixant chacun d'eux tour à tour. La réponse est que les humains ne font pas la guerre comme nous. Ils n'ont pas d'armes naturelles comme nos griffes ou nos instincts comportements de chasse instinctifs. Ils ont dû inventer tous les aspects de la guerre, et lorsqu'une espèce doit inventer le meurtre plutôt que d'évoluer avec lui, elle l'aborde différemment. Le silence s'installa tandis que les paroles de M faisaient leur effet sur les 3 étudiants. Après un moment, la mort reprit son attitude provocante. Mais avant qu'il ne puisse parler, me leva une main ridée. « Avant que vous ne me lanciez vos questions acérées, laissez-moi vous raconter une histoire, » dit-il d'une voix qui imposa immédiatement le silence et l'attention. Il descendit de son estrade, une entorse sans précédent au protocole de l'Académie, et se plaça directement devant ses étudiants. Il y a 3 siècles, je n'étais pas le professeur Mohor, j'étais le cadet M, tout juste sorti de cette même académie et affecté à la campagne de C6. Son regard prit une expression lointaine. Notre peuple avait revendiqué des droits coloniaux sur 6-4, une lune habitable pour 2 espèces comme la nôtre. Les humains y avaient déjà établi un petit poste d'observation avant nous, mais selon tous les protocoles territoriaux reconnus, la lune aurait dû ont été, nos postes d'observation peuvent souvent devenir des colonies permanentes si elles ne sont pas contestées. Ramir a expliqué précisément pourquoi nous avons agi ainsi. M a reconnu avant de poursuivre que le Conseil avait fait ce qu'il fait toujours dans ces situations. Il a limité le conflit aux forces terrestres et déclaré que le vainqueur remporterait tout en fonction de qui pourrait contrôler le territoire. Je faisais partie de la 3e vague de déploiement. Si, fier dans mon nouvel uniforme, si sûr de la victoire, il s'est arrêté de faire les 100 pas et a regardé chaque élève à tour de rôle.
Je me souviens être descendu du transport, la première bouffée d'air de Sarus, chargée de soufre et imprégnée de l'odeur des décharges d'armes. Notre unité débarqua en formation habituelle, comme nous l'avions entraîné. Je vérifiais mon équipement 3 fois pendant la descente et affûtais mon CLA à la perfection pour le glorieux combat rapproché qui m'attendait, j'en étais certain. La mort acquiesça, comprenant les rituels d'avant-déploiement que nous pratiquons encore aujourd'hui. Certaines traditions sont difficiles à abandonner, répondit Monsieur Labase, avancé n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de salutation cérémonielle, pas de formation de vétérans au garde-à-vous pour accueillir les nouvelles troupes, juste le silence et de regard qui avaient vu quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. La queue de M, normalement parfaitement immobile pendant les cours, se balançait légèrement au rythme de ses mots. Un vétéran s'approcha de notre commandant, il lui manquait la moitié d'une oreille, la fourrure était collée de sang séché qu'il n'avait pas pris la peine de nettoyer. « Rangez les lames cérémonielles, dit-il, elles sont pires qu'inutiles ici. » Notre commandant lui rappela l'honneur et le protocole. Le vétéran se contenta de le fixer du regard, puis s'éloigna sans un mot. Que voulait-il dire par « pire qu'inutile » ? Ah, demanda Lohara en se penchant légèrement en avant. Que nous n'aurions pas l'occasion de les utiliser au combat, répondit monsieur. Cette nuit-là, à la base, je ne pouvais pas dormir. Tout semblait anormal. Les vétérans se déplaçaient différemment de nous. Ils parlaient à voix basse, voire pas du tout. Les gardes du périmètre ne suivaient pas les schémas de rotation habituels s'ils se déplaçaient de manière aléatoire et erratique. « Les schémas, ça te fait tuer ?» m'a dit un vétéran quand je lui ai posé la question. « Les humains apprennent les schémas pour s'adapter et mieux viser », murmura Ramir. « On l'a étudié en tactique avancée, » corrigea. « Monsieur, vous étudiez la théorie, » répliqua-t-il. « Il perfectionne la pratique. » Le lendemain matin, je vis ma première victime humaine. Une équipe de reconnaissance ramena un corps. Je m'attendais à ressentir de la joie, mais à la place, je me sentis confus. Ils avaient l'air si fragiles, sans armes naturelles ni armure, juste une peau rose pâle et des vêtements sombres, roses, vêtus de vêtements sombres. Je ne comprenais pas comment ces créatures pouvaient faire parler à voix basse des guerriers lariens endurcis. La voix de Moller prit un ton clinique, comme si la distance émotionnelle était nécessaire pour continuer. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris pourquoi les humains ne se battent pas pour établir leur domination. Ils ne recherchent pas l'honneur, ils se battent exclusivement pour gagner, en utilisant tous les moyens à leur disposition. Lorsque nous nous déployions, en formation standard, ils attaquaient sous des angles inattendus. Lorsque nous sécurisions les périmètres conformément à la doctrine, ils les contournaient complètement pour frapper les lignes de ravitaillement. Lorsque nous nous sommes adaptés à leurs embuscades nocturnes, ils ont décidé d'attaquer pendant les heures les plus chaudes de la journée, lorsque nous étions fatigués de rester vigilants. Il s'est appuyé contre le bord de son bureau, abandonnant momentanément sa posture formelle, seul le ton de sa voix maintenant le silence parmi les 3 étudiants. La situation était difficile, mais la victoire ne semblait pas impossible. À la 6e semaine et les commandes ont déclaré la campagne un succès. Nous contrôlions 60% de la surface habitable et là, nouvelle a été transmise à la Terre. Les célébrations ont commencé, il a émis un petit rire sans humour. Nous avons découvert plus tard que les humains se retiraient en vagues calculées, attirant délibérément davantage de nos forces Sala. Surface un piège, a déclaré Lara d'un ton neutre. M'a acquiescé. J'inspectais une position avancée. Lorsque cela s'est produit, le ciel s'est illuminé comme le sol rocheux ondula sous mes pieds comme de l'eau. La chaleur, sa voix faiblit pour la première fois. La chaleur était indescriptible. La salle était complètement silencieuse, même l'âme était assis, fasciné. Ils ont appelé ça un système cinétique BM, rien qui ne violait le protocole du Conseil en matière d'armes, pas de radiation, pas de signatures énergétiques, juste des boules de métal haché depuis l'orbite, de simples morceaux de métal brut, mais à cette vitesse, frappant la surface. Les mains de M tremblaient légèrement, une réaction involontaire qu'il n'essayait pas de cacher. Pas le temps de la cacher. Je me souviens de l'onde de choc qui m'a soulevé, puis plus rien.
Je me suis réveillé 3 jours plus tard dans l'infirmerie du conseil. 70% de mon corps avait été brûlé. Le médecin m'a dit plus tard que seule la technologie de guérison la plus avancée du conseil m'avait sauvé. Une technologie qui avait été rapidement développée après avoir vu ce que les armes humaines pouvaient faire aux tissus vivants. Ça devint encore plus faible. De nos 14 000 lariens déployés, 22 ont survécu. La plupart grâce à des implants qui auraient été mortels une génération plus tôt. 7 frappes précisément ciblées ont éliminé nos forces, tout en laissant 90% de la surface de la Lune intacte. Ils avaient des colons qui s'installaient au bout d'un mois. M se tut, sa queue complètement repliée. La salle de classe resta silencieuse pendant plusieurs instants avant que la mort ne bouge et que le professeur, la mort, commence à parler, qui avait perdu son ton de défi mais restait résolu. Bien que cela fût troublant, Jen comprenait toujours pas pourquoi les humains avaient été bannis de toute guerre. Ils avaient enfreint les règles d'engagement en utilisant des frappes orbitales dans ce qui était censé être un conflit réservé à l'infanterie. Le Conseil ne pouvait-il pas simplement appliquer des protocoles plus stricts? Rire acquiesça. Il semblait étrange d'exclure toute une espèce de toute action militaire à cause d'une seule violation, aussi grave soit-elle. Les yeux de Mazès plissèrent. « Vous ne comprenez toujours pas. » Il posa ses 2 paumes sur le bureau devant lui. Pour les humains, les règles du Conseil n'avaient aucune importance à ce moment-là. De leur point de vue, nous avions attaqué leur colonie et avions encore l'audace de vouloir leur dicter comment ils pouvaient la défendre. Mais les règles d'engagement existent précisément pour empêcher une guerre totale. Lara répliqua, « Toutes les espèces acceptent certaines limitations. Toutes les espèces, sauf les humains. » M répondit, « Du moins, pas à l'époque. Pour eux, nos règles semblaient arbitraires et égoïstes, conçues pour favoriser nos avantages naturels tout, en neutralisant les leurs. Ils ne voyaient aucun honneur à accepter des contraintes imposées par ceux-là même qui tentaient de s'emparer de leur territoire. » La mort agita la queue avec frustration. La réponse logique serait de frapper plus fort, pas de créer une toute nouvelle classe de citoyens galactiques bénéficiant de privilèges spéciaux. Une ombre passa sur le visage de Mule Pointret. « Ta façon de penser est logique, la mort. » Le Conseil a essayé cette approche d'abord. Il est retourné derrière son bureau, le regard distrait. Une fois de plus, après l'incident des Lesquis, le Conseil a émis des censures et des sanctions officielles à l'encontre des territoires humains. Lorsque celles-ci ont été ignorées, il a décidé d'envoyer une démonstration. L'espèce militaire la plus puissante du quadrant a été dépêchée pour enseigner aux humains pourquoi les règles galactiques existaient. Les 3 étudiants échangèrent des regards. Cela ne figurait pas figuré dans aucun de leurs textes historiques, dit doucement le Karat Ramir, faisant le lien. Mais ils sont presque éteints maintenant. Fini Moore pour lui. Oui, il ajusta son uniforme, l'air sombre. Peut-être aimeriez-vous entendre l'histoire suivante, celle de la tentative du Conseil d'imposer sa volonté aux humains au lieu de les payer pour qu'ils restent pacifiques. Les 3 étudiants restèrent assis, stupéfaits. M retourna vers son estrade, mais ne monta pas dessus. Au lieu de cela, il se pencha contre le bord, son corps buriné semblant soudainement fatigué, d'une manière qui n'avait rien à voir avec son âge. « Au moment de l'incident de Cathy, commença-t-il, je n'étais plus cadet. J'avais été promu capitaine de mon propre vaisseau, le Void Observer, un vaisseau de reconnaissance avec un équipage de 26 personnes. Ses yeux prirent à nouveau cet air distant. Le commandement me considérait comme unique. Qualifié pour cette mission, ils l'ont qualifié comme l'un des rares survivants des Esquis. Ils pensaient que je pouvais apporter une valeur ajoutée. Le récit de monsieur s'est doucement mis en place alors qu'il se plongeait dans son histoire. Nous étions chargés de surveiller l'opération Cathy à distance. Le Conseil en avait assez du mépris des humains pour les protocoles galactiques après l'incident des Sénexis. Des sanctions avaient été imposées, restrictions commerciales, embargo technologique, mais les humains les ignoraient toutes. Ils continuaient à étendre leurs colonies et à développer leur propre technologie. Pour le Conseil, cette défiance était intolérable. Il croisa les bras,
16 griffes traçant distraitement de vieilles cicatrices visibles même à travers sa fourrure. Les Kati avaient été choisis délibérément. 4 guerriers musclés, naturellement blindés d'un réseau neuronal qui leur permettait de coordonner leurs forces avec une précision inégalée. Leur exosquelette pouvait résister au vide et à des pressions extrêmes qui auraient écrasé la plupart des espèces. Lara se déplaça légèrement sur son siège. Nous les avons étudiés dans les civilisations disparues. Les textes disent qu'ils ont subi un déclin démographique catastrophique, mais jamais pourquoi. M acquiesça d'un air sombre. L'histoire est écrite avec soin lorsque les leçons sont inconfortables, continua-t-il sans répondre à son commentaire. Le plan des Kati était simple, voir la lune de la Terre, la plus ancienne et la plus symbolique, des colonies humaines, non pas pour la garder, mais pour démontrer que les humains n'étaient pas hors de portée du Conseil, pour leur enseigner que la défiance avait de conséquences. Il commença à payer face lentement, le rythme de ses pas correspondant à la cadence de ses mots. Mon vaisseau prit position dans l'ombre de Mars, suffisamment près pour observer mais hors de portée de détection. Les Kati arrivèrent avec leur arrogance habituelle. 47 cuirassés transportant chacun des milliers de guerriers émergèrent de l'hyperespace en formation parfaite. Puis ils firent quelque chose qu'aucune espèce n'aurait considéré comme sage. Après une pause, Stismolar aplatit les oreilles. Ils avaient annoncé leurs intentions dès leur entrée dans l'espace réel, diffusant sur toutes les fréquences. Nous revendiquons cette lune pour l'Empire Karaï en punition des transgressions. Humaines contre la loi galactique. Évacuez ou vous serez éliminés. L'esprit analytique de R s'activa immédiatement. Il les avait prévenus après ce qui s'était passé à Sekitis. L'arrogance, répondit simplement Monsieur, les Karaï n'avaient jamais perdu une bataille militaire en 2000 ans. Ils voulaient que les humains sachent qui venait et pourquoi. Ils s'attendaient peut-être à la peur, peut-être à l'Eskaraï n'avait jamais perdu une bataille militaire en 2000 ans. Ils voulaient que les humains sachent qui venait et pourquoi. Ils s'attendaient peut-être à de la peur, à des négociations. Ils n'obtinrent ni l'un ni l'autre. Sa voix prit un ton clinique détaché, comme s'il récitait un rapport de mission. La phase initiale se déroula comme prévu. Les forces de karaté submergèrent les défenses lunaires en quelques heures. Leur coordination de combat par Neuralink était magnifique à voir, même depuis notre position d'observation. Les plateformes défensives humaines furent désactivées les unes après les autres. Leurs vaisseaux de patrouille ont été repoussés vers l'orbite terrestre par toutes les évaluations tactiques. L'opération se déroulait sans faille. Les Issaires, yeux de M se sont plissés alors qu'ils se remémoraient les événements, puis quelque chose a changé. Nos capteurs ont détecté d'énormes vaisseaux décollant de la surface de la Terre. Non pas de leurs installations militaires, mais de centrales électriques civiles, de centres de fabrication et même de secteurs résidentiels. Toutes les entités humaines qui s'étaient battues férocement tout au long de leur histoire ont soudainement coordonné leurs réponses. Hells United la mort demanda, son scepticisme initial complètement disparu. « Crois-moi, ce n'était pas une mince affaire. » Répondit monsieur, leurs archives historiques montrent des siècles de conflits acharnés entre leurs nations. Mais face aux anciens ennemis Kati, ils ont rassemblé leurs ressources, partagé leurs technologies et combiné leurs forces sous un commandement unifié. Son rythme s'accéléra légèrement à mesure que l'histoire s'intensifiait. La bataille qui suivit défia tous les modèles stratégiques. Les vaisseaux humains, plus petits et moins blindés, apparemment surpassés, ont commencé à employer des tactiques qui violaient tous les principes de la guerre spatiale. Ils ont sacrifié des vaisseaux pour attirer les forces Kati dans des configurations spécifiques. Ils ont utilisé leurs propres vaisseaux endommagés comme armes. Lorsque les Kari s'adaptaient à une approche, les humains passaient immédiatement à une autre. La voix de M, d'habitude maîtrisée, est devenue plus animée. Pendant 6 jours, nous avons regardé le conflit s'intensifier. L'espace entre la Terre et la Lune est devenu un cimetière de vaisseaux des deux camps. Les karatés, pour la première fois de leur histoire, se retrouvaient dans une bataille qu'ils ne pouvaient pas gagner de manière décisive. Les pertes s'accumulaient leur réseau neuronal était submergé par les calculs défensifs.
Il cessa d'arpenter la pièce et regarda directement ses élèves. Le 7e jour, le commandant suprême des Catifit, une erreur de calcul fatale. Avec 30% de leur flotte détruite et aucune voie claire vers la victoire, ils décidèrent que la leçon avait été suffisamment apprise. Ils commencèrent à retirer leurs forces de manière coordonnée. La voix d'Avès Moller se réduisit à un murmure à l'intention des Carates. C'était un redéploiement stratégique. Pour les humains, c'était leur première occasion de saisir l'élan. Ils ne se lancèrent pas immédiatement à leur poursuite, du moins pas directement. Ils laissent première vague de retraite s'échapper tout en positionnant leurs forces le long des vecteurs de retraite probables. Il secoua lentement la tête. Ce qui suivit n'était pas une bataille, mais une chasse. Les Cati, liés par leur structure de commandement rigide, ne pouvaient pas répondre aux tactiques de poursuite des humains. Leur retrait prudent se transforma en une retraite désespérée, puis en une déroute après tant de pertes. Les humains ne voulaient pas seulement la victoire, ils voulaient l'anéantissement. Les Cati se rendirent sûrement lorsque la défaite devint inévitable, suggéra Rire. M lui lança un regard qui fit taire tout commentaire. Les Catis ne s'étaient jamais rendus dans leur histoire. Leur programmation génétique et culturelle n'incluait pas cette option. Et les humains, après tant de destruction, il n'y avait pas de terrain d'entente. Les Carates étaient venus dans leur foyer, avaient menacé leur plus ancienne colonie et tué des milliers de leurs compatriotes. Dans l'esprit des humains, il ne s'agissait pas seulement d'un conflit territorial, c'était existentiel, sa queue était complètement immobile, signe d'un profond malaise parmi les Larians. La poursuite dura des mois. Les humains suivirent les vaisseaux Carati en retraite jusqu'à leur zone de rassemblement, puis jusqu'à leur colonie périphérique et enfin jusqu'à leur monde d'origine. À chaque étape, les Carati s'attendaient à ce que les humains déclarent victoire et se retirent pour éviter de nouvelles pertes. À chaque étape, ils se trompaient. La voix de Mété devenue creuse lorsqu'il prononça ces mots. La civilisation Carati, qui avait dominé les affaires militaires galactiques pendant 2 millénaires, était réduite à une espèce protégée sur un seul monde réservé. Sa population était passée de plusieurs milliards à moins de 6 millions. La salle de classe était plongée dans un silence complet. À ce jour, personne ne sait si la quasi-extinction des Carates résultait de leur culture trop fière pour se rendre ou de la capacité implacable des humains à mener des campagnes prolongées. Ce qui est clair, c'est que ce qui avait commencé comme une leçon pour les humains est devenu une leçon pour le reste de la galaxie. Rien de bon ne peut jamais venir des combats contre les humains. Remonta finalement sur son estrade, reprenant une partie de son attitude professorale. Est-ce ainsi que les humains ont été interdits de participer aux guerres? Demanda Mo. L'incident des Catis aurait dû suffire, mais ce n'était pas le cas. La mort, qui avait commencé le cours avec tant de défiance, se pencha en avant avec un intérêt visible. Alors, comment cela s'est-il produit? La professeure Lara hocha la tête sérieux pour laisser place à une curiosité sincère tandis qu'elle consultait son bloc-notes électronique. Pourquoi les archives historiques sont-elles si vagues sur les événements qui ont conduit au traité d'exemption des humains? Même Ramir trahissait son impatience en se balançant doucement sur sa chaise. Si 2 incidents de cette ampleur n'avaient pas suffi à convaincre le Conseil, qu'avaient bien pu faire les humains pour obtenir enfin un statut juridique sans précédent? Moore observa les 3 étudiants, futurs capitaines de l'armada royale, avec un mélange de satisfaction et de solennité. Leur scepticisme initial s'était transformé en une soif de comprendre. C'était précisément le changement de perspective qu'il espérait obtenir, dit-il en s'installant dans son fauteuil. Cela nous amène à l'incident Proxima et, contrairement aux événements précédents, je n'étais pas simplement un observateur. J'étais au cœur même de la décision qui allait changer à jamais la façon dont la galaxie abordait l'humanité. Les traits burinés de M prirent une gravité que les étudiants n'avaient pas encore vue même à travers ses premiers récits. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était quelque chose qu'il portait en lui chaque jour depuis l'effondrement de Caraï.
Il avait commencé la galaxie. La peur s'était répandue plus vite que n'importe quelle épidémie des espèces qui avaient maintenu leur neutralité pendant des millénaires avaient commencé à construire des vaisseaux de guerre. Les routes commerciales avaient été modifiées pour éviter l'espace humain et la salle du Conseil résonnait de demandes d'action avant que les humains ne s'étendent davantage. Il se leva à nouveau de sa chaise et se dirigea vers la petite fenêtre qui donnait sur le terrain de l'académie, où de jeunes officiers s'entraînaient en formation parfaitement. Nom devint célèbre à cette époque le survivant de Cisle. Témoin de la décimation de Caraï, on me convoquait sans cesse devant le Haut Conseil pour expliquer ce que j'avais vu afin de les aider à comprendre ce à quoi nous étions confrontés. Un sourire amer traversa son visage soudain. Mes cicatrices devinrent une monnaie politique. Mes cauchemars devinrent des renseignements stratégiques. L'âme pencha légèrement la tête. Est-ce ainsi que vous êtes devenu? Amiral, j'ai lu que ce poste n'existait pas depuis 7 siècles avant vous. En haut. Effet, acquiesça monsieur la galaxie avait créé de nouvelles hiérarchies par peur. Les anciennes rivalités avaient été mises de côté. Des espèces qui n'avaient jamais coopéré trouvèrent soudainement une cause commune. En moins d'une année standard, je suis passé du commandement d'un vaisseau de reconnaissance à la supervision de ce que nous appelons aujourd'hui la flotte de purification, la plus grande force militaire jamais rassemblée. Combien de vaisseaux? Demanda à rire. Sunsprit Analytique essayait clairement de quantifier l'ampleur de la flotte à son apogée. Plus de 17 000 vaisseaux capitaux, plus les vaisseaux de soutien, répondit monsieur. Toutes les 3 espèces militarisées ont contribué, certaines ont même vidé entièrement leurs forces de défense. La masse combinée de la flotte était visible depuis la surface des planètes sous forme d'ombre pendant la journée, nous bloquions les étoiles. La race pencha en avant. Les humains savaient sûrement ce qui se passait. Une mobilisation de cette ampleur ne pouvait pas être cachée. Bien sûr qu'ils le savaient, répondit M en aplatissant les oreilles. C'était peut-être notre première erreur, de calcul. Croire que la surprise était possible. Les réseaux de renseignement humains avaient infiltré la plupart des espèces du Conseil à des niveaux que nous ne comprenons toujours pas entièrement. Ils surveillaient nos chantiers navals, suivaient les mouvements de notre flottette, avaient même infiltré les premières réunions de planification. Il se retourna vers ses élèves. Au moment où nous avons rassemblé nos forces, ils avaient déjà commencé leurs préparatifs, non pas pour se défendre, mais pour l'exode. Ils ont fui. La voix de la mort trahissait son incrédulité. Un retrait stratégique, corrigea Moher. Lorsque notre flotte unifiée approchait de leur monde natal, la Terre, nous n'avons rencontré qu'une résistance minimale. Leurs défenses orbitales nous ont brièvement engagés, puis se sont autodétruites une fois que nous étions à une certaine distance, une tactique que nous allions reconnaître trop bien. La voix de Moll prit le rythme mesuré d'un briefing militaire, bien que son récit trahissait son agitation alors qu'il poursuivait. Nous avons trouvé leur planète en grande partie évacuée. Leur population s'était dispersée dans leurs colonies et sur des vaisseaux qu'ils avaient acquis depuis le Karat. Depuis l'orbite, la Terre semblait habitée. Il nous a fallu 3 jours pour confirmer qu'elle était pratiquement abandonnée. Il faisait les 100 pas devant ses étudiants. Je me souviens être debout sur le pont de mon vaisseau de commandement, observant le premier groupe de débarquement sécuriser la surface de la Terre. Je me sentais victorieux après avoir vu l'Escati tomber. Je croyais avoir accompli quelque chose d'inédit en forçant les humains à abandonner leur monde natal sans bataille dévastatrice. M a détourné son regard d'au loin. J'étais un imbécile. Ce n'était pas la fin. C'était à peine le début. La salle de classe est devenue silencieuse lorsque la voix de M s'est baissée. Ce qui a suivi n'était pas une guerre telle que toute espèce la comprenait. Les humains se sont dispersés à travers la galaxie opérant à partir de bases mobiles, d'installations minières abandonnées, voire à l'intérieur de champs d'astéroïdes. Ils n'ont jamais engagé notre flotte principale directement, mais ont plutôt ciblé nos lignes d'approvisionnement, nos relais de communication et nos avant-postes isolés. Il a fait un geste de ses mains pour décrire les tactiques qu'ils avaient mises au point.
Des vaisseaux furtifs capables d'approcher une installation militairette, de déployer des équipes d'infiltration sans déclencher les systèmes de défense. Ils avaient de perfectionner des tactiques de frappe éclair à une échelle que personne n'aurait cru possible. Une coalition. Un avant-poste signalait une situation normale, puis restait silencieux de façon permanente quelques minutes plus tard. Comment coordonnait-il cela? Demanda Ramir. C'était une autre révélation, répondit monsieur. Ils n'avaient pas de structure de commandement centralisée telle que nous la comprenions. Leurs forces opéraient avec des directives stratégiques générales, mais avec une autonomie tactique presque totale. Lorsque nous avons intercepté et décodé leur communication, nous n'avons pas trouvé d'ordre détaillé, mais des principes généraux, des renseignements partagés et des cibles suggérées. Les griffes de M, absentes, dessinaient des motifs sur son bureau. Et ils étaient patients. Ils n'ont pas tenté de reconquérir la Terre immédiatement. Au lieu de cela, ils ont méthodiquement ciblé le monde membre du Conseil, non pas avec une force écrasante, mais avec des frappes de précision conçues pour instiller un maximum de peur avec un minimum de ressources. Sa voix s'est durcie. Ils ont transformé la terreur en arme d'une manière qui hante encore aujourd'hui la planification stratégique. Un gouverneur qui prenait des mesures anti-humaines fortes pouvait trouver un petit dispositif humain dans ses quartiers privés, non activés, simplement placé là où il ne pouvait pas être. Nous avons manqué un message. Nous pouvons vous joindre n'importe où. Les étudiants étaient figés sur place tandis que Mullard continuait. Ils maîtrisaient également la guerre psychologique. Ils avaient identifié les espèces de notre coalition les plus susceptibles d'être affectées par la peur ou le doute. Ils épargnaient les vaisseaux provenant de ces mondes lors des combats, tout en détruisant les vaisseaux des espèces plus résolues. Le message était clair. Vos alliés sont la raison pour laquelle vous mourrez, pas nous. Les oreilles de M se plaquèrent complètement contre son crâne. Bientôt, nous ne fûmes plus confrontés à des attaques extérieures, mais à des fractures internes. Les protocoles de sécurité ont été renforcés à un niveau paranoïaque. Les espèces ont commencé à s'accuser mutuellement de conclure des accords secrets avec les humains. Les réunions de la coalition Ki étaient autrefois axées sur la stratégie se sont transformées en accusations, étaines récriminations. Et vous étiez au centre de tout cela. Lara observait en silence. Oui, ce simple mot avait un poids énorme. Amiral M, le grand défenseur de la civilisation galactique. Au fil des mois, mon autorité s'est accrue, tandis que mon contrôle réel diminuait. Je commandais la flotte la plus puissante jamais rassemblée, mais je n'avais aucun objectif à atteindre. Il eut un rire sans humour. Je vivais sur mon vaisseau de commandement, entouré des systèmes de sécurité les plus sophistiqués disponibles. Je dormais en moyenne 2 heures par cycle. Chaque décision que je prenais était examinée par les membres du Conseil, bien à l'abri dans leur chambre lointaine. Chaque échec tactique était mis à mon compte, tandis que les succès étaient revendiqués par l'espèce du Conseil qui avait contribué au vaisseau impliqué. Amertume dans... Sa voix était désormais indéniable. Le pire, c'était les explosifs. Les humains avaient identifié des espèces d'apparence similaires à la leur. Il en existait plusieurs, avec des différences mineures. Ils approchaient généralement ces individus dans des colonies extérieures, vulnérables, et leur proposaient un choix simple, transporter un colis dans une zone sécurisée. Parfois, ils n'avaient même pas besoin de menaces, juste des crédits ou de la technologie. La voix de Muller devint creuse. 3 sommets distincts des dirigeants de la coalition n'avaient été détruits par des explosions. 2 gouverneurs planétaires avaient été assassinés et toute la famille entière d'un membre du Conseil avait été éliminée pendant ce qui aurait dû être des vacances sécurisées. Tout ce que j'ai reçu, ce sont des rapports faisant état de troubles civils croissants sur une douzaine de mondes alors que le conflit s'éternisait depuis des mois, voire des années. Son récit s'était complètement tu, signe de la plus profonde détresse chez les Slariens. 4 ans après avoir sécurisé la Terre, la coalition était en train de se fracturer, les budgets militaires s'effondraient, les économies s'effondraient, les populations se demandaient si la menace humaine justifiait les sacrifices. Pendant ce temps, les frappes humaines devenaient plus précises,
plus dévastatrice. Ils n'essayaient pas de nous vaincre militairement. Ils brisaient notre volonté de continuer à se tuer un instant. Les étudiants se ressaisirent, n'osant pas s'interrompre ce que peu d'entre eux savaient alors. Ce qui est encore classé secret dans la plupart des archives historiques, c'est que j'ai préconisé de rendre la Terre inhabitable. Les 3 étudiants se raidirent de choc. Oui, M reconnut leur réaction. J'ai recommandé de déployer des armes, interdites pour transformer l'atmosphère de la Terre, la rendant définitivement impropre à la vie humaine. Mon raisonnement était que les humains avaient démontré qu'ils ne cesseraient jamais de se battre tant que leur monde resterait intact, même inoccupé. En détruisant ce pourquoi ils se battaient, nous pourrions mettre fin au conflit. Sa voix s'est éloignée. Le Conseil a débattu de ma recommandation pendant 17 jours. Les espèces se sont alignées en factions. Les arguments sont devenus de menaces. Pendant ce temps, 3 autres bases de la coalition ont été détruites par des frappes humaines. Il regarda directement ses élèves avant que le Conseil ne puisse prendre une décision. Je reçus une transmission codée, non pas de mes supérieurs, mais d'un commandant humain. La voix de M devint très calme. Ils avaient intercepté ma recommandation. Ils savaient exactement ce que j'avais proposé. Le message ne contenait que des coordonnées et 1 heure. Après 4 ans passés à poursuivre les ombres, ils proposaient une rencontre directe. C'était un piège, dit la mort avec certitude. C'était aussi ma première pensée. M acquiesça. Mais le message était accompagné d'informations détaillées sur une tentative de coup d'État imminente contre la direction du Conseil, information que nous avons vérifiée et confirmée. Les humains nous avaient donné des renseignements exploitables, comme un geste de bonne foi, une démonstration de leur capacité. « Je ne suis toujours pas sûr », dit Hélène, secouant lentement la tête. Ce que j'ai découvert plus tard, c'est que, pendant que je combattais leurs forces SA à travers la galaxie, les humains menaient des négociations secrètes séparées avec des membres individuels du Conseil. Des espèces prenaient des dispositions privées pour obtenir des promesses de non-agression en échange de concessions territoriales, de transferts de technologie et même d'échanges culturels. Ils vous ont complètement contourné, observa Ramir. Pire que ça, répondit monsieur, ils m'ont utilisé comme alternative, comme exemple de dépenses importantes pour un résultat nul. Leurs ouvertures diplomatiques comportaient une menace implicite. Accepter nos conditions maintenant ou continuer à suivre l'amiral M vers une guerre sans fin qui pourrait aboutir à la destruction de la Terre, ce qui ne ferait que garantir la vengeance des humains pour les générations à venir. Sa voix trahissait des décennies de résignation. Lorsque j'arrivais aux coordonnées, je trouvais non seulement des représentants humains, mais aussi des délégués des 7 espèces du Conseil. Ils avaient déjà rédigé ce qui allait devenir le traité d'exemption humaine. Il ne leur manquait plus que l'autorité militaire que je représentais pour le finaliser. Mort regarda tour à tour chacun des étudiants. La coalition que j'avais passant à maintenir ensemble avait négocié sa propre dissolution dans mon dos. La guerre que j'avais consacré ma vie à gagner était en train d'être réglée selon des conditions auxquelles je n'avais pas participé à l'élaboration. Le silence qui suivit le récit de monsieur fut profond. La salle de classe semblait plus petite, comme si le poids de l'histoire avait comprimé l'espace entre eux. Rire fut le premier à prendre la parole. Le traité d'exemption humaine n'était donc pas une punition, mais un apaisement, un terme grossier, mais pas tout à fait inexact. Monsieur reconnut que le traité comportait 3 éléments essentiels. Les humains seraient exemptés de tout conflit interespèces. Ils recevraient des allocations substantielles de ressources de tous les mondes du Conseil et, en échange, ils limiteraient leurs activités militaires à leur propre territoire. Ils acceptèrent ces conditions. La mort demanda son arrogance antérieure complètement dissipée après avoir combattu si farouchement pour reconquérir leur monde natal. Moore acquiesça lentement. Il l'avait fait pour une raison que le Conseil n'avait pas anticipée. Les humains combattaient les menaces extérieures avec une concentration et une unité singulières, mais sans telle menace. Il s'interrompit. Lara se pencha en avant, son esprit analytique faisant le lien.
Il tourne cette concentration vers l'intérieur, précisément, et confirma Mollard. L'avantage que nous avons découvert trop tard pour l'utiliser militairement, mais qui convient parfaitement à une solution diplomatique, c'est que les humains sont beaucoup plus conflictuels entre eux que toute autre espèce. Intelligente. Sans ennemis extérieurs, ils se fragmentent en factions rivales qui se disputent sans fin la répartition des ressources, les voies de développement technologique et les priorités culturelles priorités technologiques. Il se leva pour se placer directement devant ses élèves, les regardant profondément dans les yeux. Le traité leur donnait tout ce qu'ils voulaient sur le plan matériel, mais il leur enlevait aussi la seule chose qui les unissait. Un ennemi commun. Dans la décennie qui suivit la signature du traité, les entités politiques humaines fragmentèrent en dizaines de factions rivales. Nous les payons donc pour qu'elles se battent entre elles au lieu de nous combattre, dit Rire, résumant la stratégie à son essence même. Nous les payons pour qu'elles restent pacifiques. M le corrigea gentiment. La manière dont elles gèrent leurs affaires internes cesse leurs problèmes, mais oui, les ressources que nous leur fournissons sont devenues le centre de leurs disputes, plutôt que le territoire ou la domination militaire. Leur énergie est dirigée vers l'intérieur et non vers l'extérieur. La mort secoua la tête, incrédule. Et c'est pour expliquer cet arrangement que vous enseignez ce cours? J'enseigne ce cours, répondit Moore avec prudence, parce que quelqu'un doit veiller à ce que la leçon ne soit pas oubliée. Après la mise en œuvre du traité, le Conseil m'a offert le choix entre un poste consultatif honorifique sans autorité réelle ou un rôle dans la formation de la prochaine génération d'officiers. Son regard se posa sur les 3 étudiants. J'ai choisi d'enseigner parce que l'histoire est dangereuse lorsqu'elle est édulcorée. Les archives officielles décrivent de l'exemption humaine comme un pacte de non-agression mutuelle ou un statut juridique spécial, mais elles n'expliquent pas pourquoi elle existe ni ce qui l'a précédé. Vous voulez que nous craignions les humains? Observa Lohara. Je veux que vous les compreniez, rétorqua Mollard. La peur sans compréhension conduit à de mauvaises décisions, comme celle que le Conseil a prise avant le traité. Comprendre sans prendre les précautions nécessaires est tout aussi dangereux. Il retourna sur son estrade et reprit son ton professoral. Chacun d'entre vous commandera bientôt des vaisseaux qui traverseront les territoires humains. Vous rencontrerez leurs commerçants, leurs diplomates et leurs vaisseaux civils. Vous devez comprendre ce qui se cache derrière leurs interactions pacifiques actuelles avec notre espèce. C'est pour cette raison que seuls 3 étudiants sont sélectionnés pour ce cours à chaque cycle, demanda Rire. Pour limiter la connaissance de la véritable histoire, répondit Monsieur Non, 3 étudiants sont sélectionnés parce que vous 3 commanderez le vaisseau chargé de livrer les ressources prévues par le traité. Vos missions ne sont pas le fruit du hasard, elles sont spécialement conçues pour mettre nos officiers les plus prometteurs en contact régulier avec les humains dans des circonstances pacifiques et contrôlées. Le récit de la mort prit soudain tout son sens. Nous sommes évalués sur la façon dont nous traitons ces informations. En effet, acquiesça Moore. Un officier qui réagit avec haine ou une peur inutile envers les humains serait problématique dans votre futur rôle. Tout aussi dangereux serait celui qui ne comprend apprécie pas la gravité de maintenir les termes du traité exactement tels qu'ils ont été spécifiés. Il se redressa de toute sa hauteur. Beaucoup au sein du Conseil ressentent de la rancœur envers les ressources allouées aux humains. Ils considèrent cela comme du chantage et une indignité envers les espèces supérieures. Ce que ces critiques ne comprennent pas, c'est que ce que nous fournissons nous coûte moins cher chaque année qu'une seule journée de guerre à son apogée. Le regard de M. balayonne dernière fois ces 3 étudiants. Le traité d'exemption. Humaine n'est-ce pas une solution idéale? Elle n'est peut-être même pas la seule, mais elle est efficace. Après 2 siècles de mise en œuvre, nous avons confirmé une vérité essentielle. Les humains sont infiniment plus faciles à gérer en tant qu'alliés subventionnés qu'en tant qu'ennemis acharnés, et de cela, futur capitaine, vaut chaque élément rare, chaque concession technologique chaque accommodement diplomatique que nous leur accordons.